Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des virées de l'été. Aujourd'hui, je suis à Mouchamp et je vais aller prendre l'air en ULM. Elodie, elle, va vous faire visiter Fontenay-le-Comte, la ville de la Renaissance. Mais tout de suite, je vous laisse retrouver Baptiste et moi, je vais aller voir Bruno, notre pilote d'ULM. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'agave et d'aloès. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Je vous en dis plus tout de suite. Voici l'agave, voici l'aloès. Vous voyez, il y a peu de différence entre les deux, hormis la couleur, mais là c'est une histoire d'espèces. Et ces deux plantes se ressemblent tout simplement parce qu'il y a eu ce que l'on appelle la convergence de formes. La convergence de formes, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, deux plantes soumises à la même contrainte climatique, en l'occurrence la sécheresse, se sont adaptées de la même manière à cette contrainte. L'agave en Amérique et l'aloe en Afrique. Imaginez il y a quelques milliers d'années que ces plantes étaient dissemblables au possible. Elles ne se ressemblaient absolument pas. Et soumises à cette contrainte de sécheresse, de manque d'eau, eh bien, elles ont adopté des stratégies qui ont été similaires au point qu'aujourd'hui, elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Il existe néanmoins une manière très simple de les différencier. L'agave a un cœur en pointe, facilement reconnaissable, alors que l'aloe a un creux à l'intérieur. Une espèce de rosette très ouverte. Alors comment ces plantes fleurissent-elles? On découvre ça dans la deuxième partie tout à l'heure. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. Vous allez être assis à l'arrière. Okay. Moi je suis assis à l'avant et je pilote l'aile grâce à cette barre en liaison directe avec l'aile. Et à bord de la machine, un parachute pour la machine et les occupants, donc pour l'ensemble de machine. C'est important de savoir que c'est possible, voilà. C'est une responsabilité d'emmener quelqu'un. Je donne les moyens d'arriver au sol, on va dire. Eh bien, on rentre d'un petit vol en ULM pendulaire. Bruno, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette machine qui est assez atypique avec une voile au-dessus et qu'on pilote comme un deltaplane? Voilà, justement, vous venez de le dire, donc ça vient du delta. Donc il faut se rappeler que l'ULM, ça a démarré dans les années 80, ouais, début des années 80, et justement, notamment avec des deltistes donc, qui voulaient décoller de la plaine. Donc il y a eu des réflexions comme on pouvait faire. Évidemment, ça, on y pense tout de suite, c'est un moteur. Oui. Et puis de fil en aiguille, ça a débouché sur ces formules-là. Donc un tricycle en tandem, avec un moteur propulsif donc, qui nous pousse, et une aile accrochée au-dessus de tout ça. Et puis comme on lui donne de la vitesse grâce au moteur et au tricycle, et donc ça décolle. Voilà. Et ça se pilote comme un delta. Et ça reste un appareil très léger puisque c'est un ULM.
Complètement. Alors l'ULM, c'est un aéronef donc, qui est limité à un poids maximum de 450 kg. Vous pouvez rajouter 12,5 kg s'il y a un parachute. Voilà. Mais bon, et avec deux occupants maximum, sinon on ne pourrait pas respecter les devis de poids. Et donc ce sont des machines en général très légères, justement. Celle-ci, elle pèse à tout casser 200 kg. Ah oui. Voilà, donc c'est très léger. Donc nous deux, quand on est partis, vous faites dans à peu près, pour moi, vous êtes dans le 75 kg, 70, un peu en dessous. 70. Ouais, 73. Voilà, bon, ben moi je suis un petit peu en dessous, voilà, je suis à 65. Voilà. Donc à tous les deux, on n'a pas dépassé les 140 kg. Donc on était à 350 kg au décollage. Donc on a encore 100 kg de charge, de charge utile, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant, voilà. Et ce qui fait que c'est un engin qui peut se poser aussi quasiment sans moteur. Absolument, hein, le moteur en ULM, quelle que soit la formule, il y a 6 types de machines différentes, hein, il n'y a pas que celle-ci, mais quel que soit le type de machine, le moteur est perçu comme un accessoire. Hein. Nous sommes des planeurs motorisés. Donc une panne moteur par exemple, ce n'est pas du tout un problème, ça ne doit pas en être un. Et donc l'ULM, c'est accessible à tout le monde. On peut faire un baptême comme ça. N'importe qui peut vous contacter, aller faire préparer un petit itinéraire et voir avec vous où est-ce qu'on peut voler. Oui, absolument. Disons que nous, en fait, quand on fait du baptême, on vend un temps de vol. Et ensuite, la personne, selon ses désirs, enfin, si elle a un désir particulier, bon, dans la mesure où ça rentre dans l'enveloppe de temps qu'elle a pris, il n'y a pas de problème, on y va. Parce que l'autonomie, par exemple, de ce pendulaire, ça nous permet d'aller jusqu'où? La machine qu'on a prise, là, par exemple, on a 4h30 de vol. Ah oui. En autonomie. Alors, par exemple, moi, en ce qui me concerne, je suis allé, mais bon, je suis loin d'être le seul à faire ça, je suis allé au Portugal avec une machine de ce type-là. Mais pas une seule traite, bien sûr, hein, en 3 jours, il nous faut 3 jours pour y aller. Bon, enfin, genre 2 étapes en France, 2 étapes en Espagne, après le passage des Pyrénées. Et puis après, dernière matinée, on arrive au Portugal. Donc si on veut aller survoler par exemple sa maison, que ce soit n'importe où en Vendée, on peut même aller jusqu'à Noirmoutier et revenir? Absolument. Alors avec la petite... ça, techniquement, c'est tout à fait possible. Après, l'activité comme je fais, c'est-à-dire du baptême de l'air à but lucratif, donc, par contre, on a une réglementation qui nous interdit de dépasser les 40 km de rayon. D'accord. Sinon, après, c'est assimilé à du transport de personnes. Et là, c'est une autre réglementation. Ok. Donc là, on serait en infraction si jamais on allait au-delà. Ouais. Mais sinon, on peut tout à fait voler dans le coin et il y a pas mal de choses à voir ici. Oh oui, tout à fait. Hein. Donc moi, c'est essentiellement le bocage, bien sûr, parce que bon, la côte est à 60 km, donc vous comprenez on ne peut pas y aller d'ici. Que je ne peux pas y aller à cause de la réglementation. Par exemple, je propose la balade des châteaux. En survolant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de châteaux en très bon état. Hein. Là, pour la plupart, sont habités, privés. Et donc, je propose la balade des châteaux. Donc, ça dure 1 heure et on voit 22 châteaux. Ah oui, et je les fais pas tous. Et au niveau des sensations, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ici? Est-ce que c'est souvent une découverte? C'est pas une activité qu'on a l'habitude de pratiquer. Et moi, ce qui m'a vraiment bien plu, c'est qu'on avait l'impression de flotter simplement dans les airs. Et on est vraiment déconnecté du monde terrestre où on voit les petites voitures, les vaches qui se baladent, qui sont toutes petites. Oui. C'est des sensations vraiment très, très particulières qu'on retrouve là-haut. Complètement. Hein, donc j'ai envie de dire que les gens ici viennent sans en l'air, quoi, en quelque sorte. Quoi. Oui, effectivement, c'est ce que je dis souvent, c'est un cadeau qui sort des sentiers battus, hein, forcément, évidemment, parce qu'on n'est plus au sol. Mais effectivement, ils viennent chercher savoir ce que c'est que de voler, quoi. Ouais. Hein, c'est essentiellement ça que les gens viennent chercher. Après, il y en a aussi beaucoup, ils veulent voir, qui sont vraiment des bocains et ils connaissent bien évidemment leur bocage et ils veulent le voir d'en haut. Voilà, ils veulent voir d'en haut ce que ça fait aussi. Alors c'est peut-être moins le fait de voler, plus le fait de le voir d'en haut. Voilà, alors, il y a un peu les deux. Et si après, vraiment, on est mordu, on peut se former pour finalement voler tout seul quand on le souhaite. Absolument. Hein. Je propose des baptêmes de l'air. Donc jusqu'à une demi-heure, j'appelle ça un baptême de l'air. Donc la balade typique, c'est jusqu'au Puy du Fou, par exemple. On ne survole pas, bien sûr, on fait le tour. Hein, voilà. Mais justement, c'est grâce à ça qu'on voit ça très bien. Au-delà d'une demi-heure, j'appelle ça une balade. Hein, voilà. Et pour découvrir un petit peu les sensations, décollage et puis en l'air. Alors justement, voilà, alors ça c'est les vols de courte durée. Ceux qui veulent voir le bocage dans son ensemble d'une autre manière, c'est plus à ce moment-là de la balade. Hein. On va jusqu'à 1 heure facilement. Oui. Ça se vend assez régulièrement. Et puis ensuite, je propose des vols d'initiation au pilotage. Parce que c'est aussi une école de pilotage, je suis instructeur. Et donc là, à ce moment-là, on inverse les places et le passager se retrouve en place pilote.
Donc là, je me retrouve moi en place arrière qui du coup redevient la place instructeur. Et donc on utilise pour ce fait l'autre machine, non pas celle-ci mais l'autre qui est la machine école. Donc j'ai des extensions sur les trapèzes, donc les tubes qui partent de l'aile jusqu'à la barre de commande. Et je peux piloter de l'arrière, voilà. Parce qu'évidemment, je me charge dans ces cas-là de l'atterrissage et du décollage, on s'en doute. Il y a un petit briefing, on explique comment ça fonctionne. C'est un peu comme quand vous montrez votre permis de voiture, on vous explique pour tourner, il faut faire ci, voilà, essayer de rouler droit, voilà, c'est ça le premier cours. D'accord. Et ça, on peut faire juste ce premier cours comme ça, ou c'est dans la finalité d'avoir son brevet et après de partir tout seul? Non, on peut le faire uniquement comme ça pour découvrir ce que c'est. Souvent les gens qui essayer de piloter la machine. Voilà, souvent ce sont les gens qui ont d'abord fait un baptême et puis qui ensuite veulent, ils voudraient voir un peu comment ça, quelles sont les sensations quand on est aux commandes, voilà. Merci beaucoup Bruno pour nous avoir fait voler en ULM pendulaire. Tout de suite, je vais vous laisser avec Élodie qui elle est restée au sol et qui est allée se balader dans les rues de Fontenay-le-Comte. Ancienne capitale du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte s'est développée au fil du temps sur les rives de la Vendée. Rivière qui a donné son nom au département. Parmi les richesses de cette ville, il y a l'église Notre-Dame, un important lieu de culte qui renferme un véritable trésor. À l'intérieur, quelques marches plus bas, se trouvent les vestiges d'une ancienne église romane. L'église Notre-Dame actuelle est un édifice du XVe siècle qui est reconstruit en lieu et place d'une église qui a disparu, sauf la crypte. Et nous voyons dans le chœur des petites ouvertures qui sont obscures aujourd'hui parce qu'elles sont contenues dans la nouvelle grande église. Mais à l'origine, à l'époque romane, ces ouvertures donnaient directement dans la rue et le jour naturel pouvait éclairer la crypte. Ces vestiges sont les plus anciens de la ville. Marie-Gabrielle est guide. Elle connaît par cœur les ruelles du vieux Fontenay. Nous sommes dans l'ancienne Grand Rue. Et dans cette rue principale du vieux Fontenay, il y a ici une très belle façade de la Renaissance. C'est l'hôtel de la Pérate qui nous montre un très très beau décor sculpté. C'est une maison du XVIe siècle avec des culots, des fenêtres à meneaux, des cariatides et des chapiteaux tout à fait remarquables. La Renaissance et l'époque classique ont marqué le vieux Fontenay, comme en témoignent de nombreuses façades de maisons et hôtels particuliers. Mais c'est en poussant les portes que l'héritage de la Renaissance est le plus spectaculaire. Ici, il s'agit de la maison Billot. On lui donne le titre joyau de la Renaissance fontenaisienne par son très beau décor et notamment les caissons sculptés qui sont sur la voûte de ce couloir et qui sont des motifs inspirés du château de Fontainebleau. Le propriétaire de cette maison qui l'a fait construire en 1540 environ était un échevin. C'est quelqu'un qui appartenait à la bonne société, assis financièrement et socialement. Autre héritage de cette époque et emblème de Fontenay-le-Comte, la fontaine des Quatre Tias. La devise de la ville y est gravée en latin. Cette devise royale, Fontenay, source jaillissante des beaux esprits. Alors Fontenay, c'est le nom de la ville. La source, c'est sur la source qu'on a construit la fontaine. Et les beaux esprits, eh bien, ce sont les humanistes. Ce sont ces personnalités, ces lettrés qui, au XVIe siècle, ont fait la renommée de la ville jusqu'à la cour royale, puisque cette devise serait attribuée au roi François Ier. L'un des lieux préférés de Marie-Gabrielle se trouve un peu plus haut, au sommet d'un escarpement dominant la Vendée. Nous sommes dans le vieux Fontenay. Effectivement, il y a 3 hectares de poumons verts en plein cœur de ville. Et en fait, il s'agit ici du site du vieux château. Cette place forte seigneuriale qui est à l'origine de l'existence de Fontenay, qui au XIe siècle s'implante sur un rocher en surélévation de la Vendée. Et puis au sud de ce vieux château, la ville se construit. À quelques mètres de hauteur, Fontenay-le-Comte se dévoile autrement.
D'ici, on a vraiment un coup d'œil sur les toitures de la ville. On a une ambiance tout à fait particulière. Cette ambiance de ville du Sud, de ville couverte de tuiles. Et puis cette église Notre-Dame qui domine et qui exprime tant le rôle de l'église dans les temps d'autrefois. Pour l'amateur de Fontenay, pour l'amateur de pittoresque et de jolies vues, passer à Fontenay sans voir ce panorama, c'est toujours dommage. Ville ancestrale, au patrimoine architectural remarquable, Fontenay-le-Comte est la seule ville vendéenne classée ville d'art et d'histoire. Elle figure également parmi les plus beaux détours de France. Alors juste le temps de me familiariser avec les petits instruments de bord qui sont ici, la vitesse, l'altitude, la boussole aussi. Je vais vous laisser avec Baptiste et après je décolle tout seul. Enfin, peut-être pas tout de suite quand même. Nous allons désormais parler des floraisons et on commence tout de suite avec l'aloe. En voici un spécimen en fleurs. L'aloe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est originaire d'Afrique et il est de la famille des asphodélacées. Il est capable de fleurir plusieurs fois dans sa vie, le plus souvent en plein été avec de jolies fleurs rouge-orangées. Mais vous allez voir que l'agave, lui, est bien différent. Et l'agave, le voici loin de son Amérique natale, eh bien il est même capable de fleurir, comme ici à Sainte-Flève-des-Loups, en Vendée. Contrairement à l'aloe, cette plante-là est de la famille des asparagacées, une asperge géante qui peut faire plus de 10 mètres de haut en fleurs, comme vous pouvez le voir. Et contrairement à l'aloe aussi, eh bien cette fleur-là ne va pas pouvoir fleurir plusieurs fois. Elle ne va fleurir qu'une seule fois dans sa vie. Elle mourra par la suite, tout en laissant à son pied une progéniture pour assurer sa survie. Sachez qu'en plus de cette curiosité de floraison, l'agave est une plante étonnante. On se sert par exemple de l'agave cisalana pour faire des cordes et de l'agave tequilana pour faire la tequila. Voilà, j'espère que vous passerez de bonnes vacances en Vendée, que vous découvrirez de belles plantes exotiques. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux. Les virées de l'été, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte de l'ULM pendulaire vous aura donné envie d'aller prendre l'air, un peu comme on avait pu faire avec le planeur ou l'hydravion. Maintenant, vous avez le choix, vous faites votre propre choix. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!